Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce temps appelé le temps de Melchior M. C'est un temps que nous lançons pour la première fois, c'est un temps autour d'un auteur. Et donc, pour lancer cette première session, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Artus, qui vient de publier cet ouvrage aux éditions Bréal, Regard sur la zone euro. Donc, c'est dire le plaisir qui est le mien, juste de vous accueillir ici pour ce temps d'interaction qui sera animé par notre collègue Ophélie Leroy, qui est professeur sur l'Académie de Lille et à qui je vais laisser la parole pour présenter notre auteur. En tout cas, bonjour à tous et puis vraiment un bel échange pour cet après-midi. Bien, bonjour à tous. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Artus. Donc, Patrick Artus, vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris et vous êtes conseiller économique à Natixis. Et donc, vous intervenez pour présenter votre dernier ouvrage, Regard sur la zone euro, où il s'agit de mieux comprendre les causes profondes de l'hétérogénéité des pays de la zone euro. Et en fait, vous rappelez finalement que l'enjeu, ça consiste à mettre en place des politiques économiques qui réduisent les écarts entre ces pays afin de renforcer leur solidarité. Donc, il s'agit en fait d'une question centrale pour les élèves et pour les enseignants qui sont ici avec nous, parce que, par exemple, en terminale, on s'interroge sur les difficultés soulevées par le fait qu'il existe une politique monétaire unique face à une pluralité de politiques budgétaires et que cela entraîne en fait des défauts de coordination, des chocs asymétriques. Et puis, par exemple, en thèse préparatoire aussi, il y a un chapitre sur sur l'intégration européenne et qui permet donc de se pencher sur les problèmes auxquels l'Union européenne est aujourd'hui confrontée, justement du fait de son hétérogénéité. Et donc, on s'interroge sur la possibilité de créer une Europe sociale à travers des instruments de coordination et d'harmonisation. Donc, Patrick Artus, en fait, je vais commencer par une question assez large. Comment finalement se porte la zone euro aujourd'hui, un an après le début de la pandémie? En fait, si on devait faire un état des lieux sur la situation économique de la zone euro, lequel serait-il finalement? Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir accueilli dans cette présentation. Bon, avant de parler de problèmes structurels, parce que je me suis intéressé dans ce livre plutôt à des questions structurelles qu'à des questions de court terme. Je vais quand même répondre à votre question sur le court terme. On peut dire que la zone euro va de façon surprenante bien, ce qui est quand même assez étonnant. Il y a un an, on nous annonçait une vague de faillites d'entreprises qui n'a pas eu lieu. Le pouvoir d'achat des ménages a continué à progresser même pendant la Covid. Le niveau d'emploi est aujourd'hui revenu à son niveau d'avant la crise. Et donc, et quand vous regardez la situation financière des entreprises, elle est au moins aussi bonne qu'avant la Covid. Donc, on a une surprise, c'est qu'on a effectivement une situation qui est globalement assez favorable. Alors, bien sûr, il y a toujours des secteurs d'activité comme la restauration qui ont une situation plus compliquée. Mais globalement, on a une situation économique qui est pas particulièrement plus mauvaise qu'en 2019 et donc qui est assez étonnante de ce point de vue. Regardez, en France, les faillites sont à la moitié du niveau d'avant-crise, ce qui est aussi tout à fait surprenant. Alors, ceci vient de choses d'ailleurs que j'évoque à la fin, c'est-à-dire on a un interventionnisme des États et de la Banque centrale européenne à un niveau jamais atteint. Les déficits publics ont explosé en 2020 et en 2021. Ils ont été financés par la Banque centrale européenne, donc de facto par la création monétaire, puisque les dettes émises étaient immédiatement rachetées par la BCE. Donc, on a bien mis en place des politiques tout à fait extraordinaires, qu'on n'imaginait pas avant, et qui ont permis aux entreprises et aux ménages de ne pas connaître de dégradation de leur situation. Alors, à la fin de mon livre, c'est une des pistes d'espoir que j'évoque en disant la crise de la Covid a quand même ouvert les yeux sur la nécessité de faire des actions nouvelles en Europe. Donc, évidemment, il y a d'une part cette capacité de coopération entre les politiques monétaires et les politiques budgétaires qui permet d'avoir des réponses extrêmement fortes des finances publiques en cas de crise. Et puis, il y a le plan de relance européen. Évidemment, certains critiquent en disant qu'il est trop petit, qu'il n'est pas définitif. C'est simplement pour les 3 prochaines années. C'est quand même 750 milliards d'euros, plutôt bien investis.
est plutôt concentrée sur les pays qui en ont le plus besoin. Vous savez que l'Italie va recevoir beaucoup plus d'argent que la France ou l'Allemagne, par exemple. Et donc, c'est vraiment de la solidarité. Hein. Quand vous faites quelque chose qui est au niveau fédéral et que ces investissements sont ensuite concentrés sur les régions les plus en difficulté, vous voyez, vous êtes dans une logique de solidarité et plus du tout dans la logique de proportionnalité qu'on avait avant, c'est-à-dire où on recevait chacun en fonction de la taille du pays et pas de nature différente. C'est la même chose pour les interventions de la BCE. Hein. Le programme d'achat de la BCE qui a été mis en place pendant la crise est un programme qui permet à la BCE de pondérer comme elle veut les achats dans les différents pays, alors qu'avant, elle devait acheter au prorata de la taille des pays, techniquement du poids des pays dans le capital de la BCE, ce qui revient au même. Donc, on a créé de la flexibilité et de la solidarité, hein, puisqu'on peut concentrer les efforts sur les pays qui en ont le plus besoin. Donc, il y a quand même quelque chose qui est satisfaisant à la fois dans l'état des lieux de l'économie européenne aujourd'hui et dans la nature des politiques qui ont permis d'arriver à cet état de lieu, puisqu'à nouveau, et c'est le point central de ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est la première fois qu'on a vraiment des politiques qui incluent une forte composante de solidarité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si je pars directement sur 2-3 points un peu structurels. J'ai une autre question qui peut vous permettre d'introduire les problèmes structurels de l'Europe, justement. Il s'avère qu'en 2017, dans votre livre Euro, par ici la sortie, que vous avez coécrit avec Marie-Paul Virard, vous écriviez que la zone euro est une machine à fabriquer de la croissance faible. Est-ce que c'est toujours ce que vous pensez? Est-ce que c'est toujours le cas? Si oui, pourquoi? Est-ce que peut-être la pandémie a aussi révélé d'autres fragilités structurelles ou est-ce que c'est toujours la même chose? D'accord. Bah, écoutez, ça va venir assez naturellement, hein, la réponse à cette question, puisque c'est les problèmes de fond de la zone euro, hein, qui peuvent fabriquer cette croissance structurellement faible. Alors, ce que je voulais dire, quand on regarde rétrospectivement, hein, donc l'euro, c'est 1999, hein, donc on a un peu plus de 20 ans derrière nous. La première chose sur laquelle j'avais envie d'écrire, hein, et qui est le début du livre, c'est de dire qu'on a quand même fait beaucoup de bêtises qu'on ne va pas recommencer à faire dans le futur. Et donc, on a quand même beaucoup appris. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il faut que les commentaires sur la zone euro s'adaptent à cette idée qu'on ne va pas répéter les erreurs du passé. Il y a encore toujours une idée qui circule, regardez dans le débat politique en France, sur le fait que la politique monétaire est structurellement restrictive, qu'elle est favorable aux épargnants, qu'elle était favorable à l'investissement. Tout ça a peut-être été vrai au début de l'euro, c'est certainement plus vrai aujourd'hui. Donc, il faut faire attention aux commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur assez grosse, hein, d'analyse? Et après, je passerai à la question profonde pour moi, qui est celle des causes de l'hétérogénéité, mais d'analyse au début, disons dans les 10 premières années de l'euro, et ces erreurs, on ne les recommettra pas à nouveau. La première, c'est qu'on n'a pas compris qu'une fois qu'on avait fait l'euro, toutes sortes de pays, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, mais la France aussi, mais surtout les pays du Sud, allaient avoir des taux d'intérêt beaucoup plus bas qu'avant. Parce qu'en gros, tout le monde a eu les taux d'intérêt de l'Allemagne. Alors, ça a été présenté comme un énorme succès de la création de l'euro, parce que c'est comme pour ça qu'on le faisait finalement. Ça s'appelle la crédibilité de la Banque centrale. Hein, donc, tout le monde s'est mis à avoir les mêmes taux d'intérêt que les Allemands. Et d'ailleurs, c'est un point qui était souvent mis en avant par Jean-Claude Trichet, que les taux d'intérêt d'après création de l'euro, ce n'est pas la moyenne des taux d'intérêt des pays avant, c'est les taux d'intérêt d'Allemagne. Voilà. Et donc, on s'est félicité de ça, mais en même temps, on n'a pas compris, au début de l'euro, que ça allait créer une incroyable stimulation de la demande dans les pays qui avaient avant des taux d'intérêt très élevés, et en particulier que ça allait créer une gigantesque bulle immobilière dans ces pays, hein, avec une explosion du crédit et une explosion des prix de l'immobilier qui s'est développée pendant toutes les années 2000 et qui explose quand la crise des subprimes arrive des États-Unis en 2008. Donc, on n'a pas du tout réagi, on n'a pas du tout essayé de compenser le fait que s'il y avait cet effondrement des taux d'intérêt au début de l'euro dans les pays qui avant avaient des taux d'intérêt élevés. Et ça, c'est quelque chose qui nous coûte très cher. Ça crée la grande crise immobilière en Espagne, en Italie, ça crée la crise grecque, dont je dirai un mot aussi. Et donc, on n'a pas fait attention à ça. Tellement on était focalisé sur l'idée que c'était génial d'avoir des taux d'intérêt tous très bas. Alors, le deuxième sujet, la deuxième erreur, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui, on en parle beaucoup,
c'est qu'après la grande crise des subprimes en 2008-2009, on essaie de revenir très vite à une politique budgétaire très conservatrice. Donc on essaie de réduire très vite à partir de 2010 les déficits publics, au point qu'on replonge la zone euro en récession, hein, sur la période 2010-2011 jusqu'en 2013-14, jusqu'à ce que la BCE intervienne, hein, avec une politique monétaire beaucoup plus expansionniste. Donc on a eu un retour à, je dirais, à des politiques conventionnelles conservatrices, budgétaires et monétaires, d'ailleurs après la crise des subprimes, beaucoup trop rapide, d'où la rechute de l'économie européenne, hein, et le retard énorme pris sur les États-Unis, par exemple. À cette époque, à nouveau en 2010 et 2013, les États-Unis ne font pas du tout, évidemment, la même erreur. Alors aujourd'hui, on ne le referait pas. On voit, après la crise de la Covid, on va sortir avec incroyablement de prudence des politiques expansionnistes. Donc on a bien appris qu'il ne fallait pas sortir à toute allure des politiques expansionnistes quand on sortait d'une récession. Le troisième erreur, c'est lié à la politique monétaire. Après la crise des subprimes, les États-Unis passent à des politiques monétaires non conventionnelles, quantitative easing, hein, vous savez, les achats de dettes par les banques centrales contre création de monnaie. À la fin de 2008, hein, le Royaume-Uni en 2009, les Japonais, qui ne sont pourtant pas en général à la pointe des conventionnels en 2013, et la zone euro en 2015. Et d'ailleurs, on peut se dire qu'en 2015, passer une politique monétaire non conventionnelle, ça n'a plus aucun intérêt parce que l'économie est déjà très nettement en train de s'améliorer. Donc on voit là, et c'est un sujet sur lequel je vais revenir, on avait une vue extrêmement conservatrice de la politique monétaire et il a fallu 4 années à Mario Draghi pour réussir à passer le passage à une politique monétaire qui soit beaucoup plus expansionniste. Et puis la dernière erreur qui aujourd'hui encore pèse beaucoup dans la réflexion, c'est la crise grecque. On a prétendu qu'un pays qui avait un énorme endettement pouvait s'en sortir par l'austérité. Et donc, on a demandé aux Grecs de bien vouloir dégager un excédent budgétaire considérable en coupant les dépenses de retraite, de santé, d'éducation, etc. Ce qu'ils ont fait, avec un excédent budgétaire primaire, hors intérêt qui est gigantesque. Et faisant ça, ils ont totalement détruit leur économie, ils ont fait effondrer la demande, ils ont créé une pauvreté épouvantable. Donc, on a appris aussi qu'on ne pouvait pas sortir par l'austérité d'un problème de surendettement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est bien dans les esprits aussi, que les dettes publiques très élevées des pays de la zone euro ne se traiteront pas par l'austérité. On va essayer de les traiter par la croissance, ce qu'on aurait dû faire pour la Grèce à cette époque, et pas par l'austérité et la baisse des dépenses publiques. Donc voilà. Donc je crois que je m'arrête là sur la vue, je dirais, rétrospective, mais on a fait plein de bêtises en termes de choix de politique économique. Et c'est important de dire qu'on ne les refera pas, quoi. Donc on ne peut pas aujourd'hui critiquer la zone euro sur la base de ces erreurs qui ne seront pas reproduites. Donc il faut faire attention aux commentaires. Alors si vous en êtes d'accord, j'attaque le point qui me paraît absolument central, qui est la question de l'hétérogénéité. Alors c'est un point central parce que d'abord, comme vous en êtes tous conscients, si les situations des pays de la zone euro divergent, s'il y a de plus, alors c'est les pays ou même les régions à l'intérieur des pays. Donc, s'il y a de plus en plus de pays très riches et de pays très pauvres, alors bien sûr relativement à la moyenne de la zone euro, mais si on a cette divergence des situations, tout ça finira mal, quoi. Je veux dire, si vous êtes le dirigeant d'un pays qui s'appauvrit continuellement par rapport aux autres, vous finirez par tenter autre chose que l'euro pour améliorer la situation de vos concitoyens. Donc, évidemment, la croissance très importante de l'hétérogénéité de la zone euro est quelque chose qui est extrêmement angoissant. Quand vous regardez le revenu relatif au revenu de l'Allemagne, de pays comme le Portugal, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et même la France d'ailleurs, vous voyez depuis 15 ans maintenant, un peu moins, 12-13 ans, une baisse énorme du revenu relatif au revenu des Allemands dans ces pays. Et ça, évidemment, c'est une menace absolument terrible sur la stabilité future de l'euro. Alors, évidemment, on le disait avant, réponse à votre première question. Bien entendu, le plan de relance européen est aujourd'hui un essai de réponse à ça, mais est-ce que ça va marcher? Alors, il faut essayer de réfléchir aux causes de l'hétérogénéité de la zone euro, cette hétérogénéité croissante. Alors, d'abord, dans la littérature habituelle, et ce qu'on expliquait d'ailleurs aux étudiants avant, dans le passé, dans une union monétaire, la menace essentielle qu'on voyait, c'était les écarts de compétitivité coût. On disait qu'il y a des pays qui vont avoir plus d'inflation que les autres, et ces pays-là vont perdre leur compétitivité, donc il va aller mal.
vont aller mal. Et donc, il faut corriger ça par ce qu'on appelle des dévaluations internes, parce qu'on ne peut plus faire de vraies dévaluations. Hein. Et une dévaluation interne, c'est simplement baisser les salaires. Alors, on l'a fait. Hein, on l'a fait en Allemagne tout à fait au début de l'euro. Hein, c'est la politique de Schröder hein, qui améliore fortement la compétitivité de l'Allemagne. Les Espagnols l'ont fait à partir de 2009, après la crise des subprimes. C'est à peu près les deux seuls exemples qu'on a d'évaluation interne. Et aujourd'hui, il est absolument certain que personne ne le ferait plus. D'abord, et je vais le dire, ce n'est pas l'écartement des taux d'inflation qui est la cause essentielle d'hétérogénéité de la zone euro. Ce n'est pas ça le sujet, quoi, en fait. Ce n'est pas un problème de compétitivité coût. Et ensuite, le coût en termes de demande, d'emploi, de production de ces dévaluations internes, c'est baisser les salaires. Hein, est gigantesque. Hein, donc, c'est une politique qui est beaucoup trop coûteuse pour être efficacement utilisée. Donc, on ne fera plus ça. Et d'ailleurs, on comprend à nouveau que ce n'est pas ça le sujet, que le sujet d'hétérogénéité vient d'autres causes. Alors, il y a deux causes essentielles sur de l'hétérogénéité de la zone euro qui sont mal connues. Je m'aperçois en parlant, y compris à des publics d'enseignants du supérieur, de patrons de la finance, etc., ou de gouvernement, que ce n'est pas très bien connu. La première cause, c'est quelque chose qu'on savait, nous, économistes, mais qui était assez mal perçu, c'est que le simple fait de mettre des pays dans une union économique et monétaire rend ces pays plus hétérogènes, ils deviennent plus différents qu'avant, quand ils avaient chacun leur monnaie. Alors, ceci est même en contradiction complète avec ce que disaient les institutions européennes au début de l'euro. Une citation de Jean-Claude Trichet que j'aime beaucoup, qui est « Quand nous aurons la même monnaie, nos économies deviendront semblables ». Donc, il n'y a rien de plus faux. Quoi. Donc, alors, quel est le mécanisme qui est important? Il est très, très bien décrit par Paul Krugman. Hein. C'est que du moment que nous avons la même monnaie, il n'y a plus de risque de change. Et du moment qu'il n'y a plus de risque de change, on peut exploiter les avantages comparatifs des pays. Vous ne pouvez pas vendre, si vous voulez vendre des voitures au Portugal fabriquées en Allemagne, c'est très compliqué quand le Portugal a une monnaie qui peut se déprécier, parce que vous avez un énorme risque de change. Quoi. Et du moment que le Portugal est dans l'euro, vous pouvez fabriquer en Allemagne ou en Slovaquie des voitures que vous vendez au Portugal. Donc c'est simplement à partir du moment qu'il n'y a plus de risque de change que vous pouvez exploiter les avantages comparatifs. Et quand vous exploitez les avantages comparatifs des pays, ils se spécialisent différemment. Et donc on ne fait plus de voitures au Portugal alors qu'on en faisait avant l'euro. Et comme ils se spécialisent différemment, eh bien, évidemment, leurs niveaux de vie peuvent diverger. Il y a des pays qui vont se spécialiser dans les nouvelles technologies, dans l'industrie haut de gamme. Ils vont devenir plus riches. Hein, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas, voilà. Et puis, il y a des pays qui vont se spécialiser dans le tourisme, ou l'immobilier, ou le lien à la consommation courante. C'est par exemple le Portugal ou la Grèce. Hein, et évidemment, ces pays vont devenir plus pauvres. La France n'est pas génialement placée. Hein, quand vous regardez la spécialisation productive de la France, une fois que vous avez enlevé l'aéronautique et un petit bout de la pharmacie qui est de plus en plus petit et le luxe, le reste n'est pas formidable en termes de niveau de gamme. Quoi, et donc, on a aussi ce problème. Donc, vous voyez, premier sujet qui est central. Hein, il est absolument normal et parfaitement inévitable si on ne réagit pas qu'après une unification économique et monétaire, les pays deviennent de plus en plus différents, c'est-à-dire que l'hétérogénéité soit de plus en plus grande, simplement parce que la fin de la volatilité des taux de change permet aux pays d'exploiter leurs avantages comparatifs. Et donc, les industries diverses, les différents secteurs d'activité se concentrent dans telle ou telle région. Et en fonction de leur niveau de sophistication, vous avez des niveaux de vie dans ces régions de plus en plus différents. Donc, c'est une tendance inexorable. Regardez les États-Unis. Hein. Regardez le Middle West versus Californie ou côte Est. Donc, vous avez exactement dans toutes les unions monétaires le même processus d'hétérogénéité. Et ça, c'était extraordinairement mal compris au moment de la création de l'euro. On croyait même l'inverse. On croyait que c'était les mouvements des taux de change qui fabriquaient l'hétérogénéité. Alors, deuxième sujet, c'est qu'on a d'énormes hétérogénéités de nature structurelle. C'est tellement les chocs asymétriques dont parle la littérature, qui sont le fait que les cycles économiques peuvent être différents. Là, c'est des hétérogénéités qui sont liées à ce que structurellement, les économies ne marchent pas de la même manière. L'exemple très facile, par exemple, c'est les marchés du travail. Les règles et les fonctionnements du marché du travail sont très différents entre les pays européens. Vous avez des pays où les négociations salariales, par exemple, sont extrêmement décentralisées, elles se font en entreprise. Vous avez des pays comme l'Allemagne où elles se font au niveau des branches, des pays comme la Belgique où elles se font au niveau central du pays. Vous avez des pouvoirs syndicaux très différents, vous avez
des niveaux de salaire minimum très différents. Vous avez, voilà. Donc, le fait que les marchés du travail fonctionnent de façon extrêmement différente d'un pays à l'autre, évidemment, crée une énorme hétérogénéité structurelle des pays. Et puis, le troisième sujet extrêmement important… Une zone monétaire optimale, on ne peut pas créer une zone monétaire optimale a posteriori dans ce cas-là. Le problème, c'est c'est exactement le papier de Krugman. C'est qu'une zone monétaire peut être optimale exemptée et elle ne l'est plus ex post. Donc, si vous prenez deux pays pareils, ou presque pareils, du moment qu'ils auront la même monnaie, au bout d'un certain temps, ils seront différents, hein, puisqu'ils vont se spécialiser différemment. Et donc, typiquement, c'est France-Allemagne, quoi. Quand vous regardez la France et l'Allemagne en 2000, tout est pareil. On a le même commerce extérieur, le même poids de l'industrie dans l'économie, etc. Et puis regardez France-Allemagne aujourd'hui, tout est différent. L'industrie est 2 fois plus grosse en Allemagne. Nous, évidemment, on a du tourisme, parce que la Baltique, c'est une mer froide, donc les Allemands n'ont pas énormément d'avantages comparatifs. Hein. Et c'est bien l'unification monétaire qui a fait la divergence structurelle entre la France et l'Allemagne. Hein. Donc, le fait que des pays soient… Alors, si on reprend les critères de Mundell que vous évoquez, hein, le fait que des pays aient à peu près la même spécialisation productive, ce que Mundell avance, alors lui, c'est un argument plus de court terme. Il dit que les chocs sont des chocs sectoriels. Et donc, pour éviter les chocs asymétriques, il faut avoir à peu près la même structure sectorielle de l'économie. C'est un argument un peu différent, le mien est plus structurel. Et même si on prenait la version Mundell de l'argument, au moment où vous dites est-ce que ces deux pays peuvent avoir la même monnaie, vous dites oui. Et si vous refaisiez le test 20 ans après, la réponse serait non. Donc, si vous testiez aujourd'hui France-Allemagne, la réponse serait probablement qu'on ne peut pas avoir la même monnaie, alors qu'en 1995, on pouvait. Donc, il faut comprendre qu'effectivement, vous avez parfaitement raison. Le fait de pouvoir entrer dans une zone monétaire optimale, ex post, c'est très différent de ce que vous avez exempté. Ce qui veut dire que tous les travaux qu'on peut faire aujourd'hui en disant mais alors est-ce qu'il faut une monnaie unique en Asie, etc., sont extrêmement douteux. Parce qu'à nouveau, si les pays d'Asie avaient la même monnaie, ils auraient aussi une spécialisation productive qui deviendrait beaucoup plus forte et ils deviendraient plus différents. Donc, c'est un argument qui est extrêmement important et souvent mal compris. Alors, deuxième point et dernier, donc, je voulais évoquer sur ce sujet de l'hétérogénéité, c'est un point qui est absolument central, c'est que depuis la crise des subprimes, 2008-2009, la mobilité des capitaux a complètement disparu entre les pays de la zone euro. Alors, c'est aussi un des critères de Mundell, hein, qu'il faut que, pour que des pays puissent avoir la même monnaie, il faut que le capital circule librement entre ces pays. L'argument, il est très simple, hein, c'est une affectation optimale de l'épargne. Vous prenez l'épargne globale de la zone et vous la mettez là où c'est le plus efficace qu'elle soit investie. Et si vous ne pouvez pas faire ça, ça ne sert à rien d'avoir une monnaie unique, puisque l'objectif de la monnaie unique, c'est d'investir le capital là où c'est le plus efficace. Donc, il faut que je puisse prendre l'épargne des Allemands et l'investir au Portugal. Je prends cet exemple-là qui est à peu près raisonnable, et il y en aurait plein d'autres. Or, ceci s'est parfaitement produit entre 1999 et 2008, où on a vu une très importante augmentation des flux de capitaux à l'intérieur de la zone euro, entre les pays. Et puis, à partir de 2009, ça s'arrête complètement. Il y a un arrêt complet de la mobilité des capitaux entre les pays, qui est lié au fait que, alors ça vient, le premier point que j'évoquais tout à l'heure, que la baisse des taux d'intérêt avait provoqué un énorme excès d'endettement dans surtout les pays périphériques de la zone euro. Cet excès d'endettement, et c'était aussi un endettement extérieur de ces pays, et qu'à un certain moment, les Allemands et les Hollandais, d'ailleurs, qui sont les deux pays qui ont des excédents d'épargne, refusent de prêter davantage aux pays périphériques. Et là, il y a un arrêt complet de la mobilité des capitaux entre les pays qui est toujours présent aujourd'hui. Il y a plein d'indicateurs que j'évoque, par exemple la taille de ce qu'on appelle Target 2. Target 2, ce sont des prêts entre les banques centrales qui sont un substitut aux prêts entre agents économiques privés qui, justement, ne se prêtent plus entre les pays. Et on a plein d'indicateurs qui nous montrent qu'aujourd'hui encore, il n'y a plus de mobilité des capitaux entre les pays de la zone euro. Et pour dénoncer les vilains, ça veut dire que les Allemands et les Hollandais prêtent leur excès d'épargne à tout le monde, sauf aux autres pays européens. Et en fait, essentiellement d'ailleurs aux États-Unis. Quand vous regardez les flux, une montagne d'épargne allemande et hollandaise qui est prêtée aux États-Unis et pas aux autres pays de la zone euro, alors que jusqu'en 2008, elle est prêtée aux autres pays de la zone euro. Alors, vous voyez que ça ruine totalement, tant que c'est présent, l'intérêt d'avoir une union monétaire,
Puisqu'à nouveau, l'intérêt de l'union monétaire, c'est d'allouer efficacement l'épargne. Hein. Et donc, on ne fait plus ça, et l'épargne, enfin, notre excès d'épargne européen, l'Europe a un excédent extérieur, un excédent de sa balance courante qui oscille entre 3 et 4 % du produit intérieur brut, ben c'est de l'argent, c'est de l'épargne des Européens prêtée aux autres non-européens et en particulier aux Américains, ce qui est quand même super frustrant. Évidemment, alors j'en viens à votre question, du coup, pourquoi y a-t-il peu de croissance en Europe? Ben, l'explication numéro 1, elle est là, c'est que nous n'allouons pas efficacement l'épargne et nous prêtons une partie considérable de notre épargne au monde en dehors de l'Europe. Donc, si vous prêtez votre épargne au monde en dehors de l'Europe au lieu de l'investir en Europe, évidemment, vous avez peu de croissance en Europe. Vous avez une fuite d'épargne qui, évidemment, est très mauvaise pour la croissance de long terme, puisque c'est de l'argent qui n'est pas investi localement. Et puis, évidemment, la seconde raison de la croissance faible, c'est les accidents que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est qu'on a périodiquement eu des crises. Il y a eu le durcissement prématuré des politiques économiques après la crise de subprime, la crise grecque, etc. Donc, quand vous comparez l'Europe et les États-Unis, essentiellement, c'est ça les deux différences. Hein. C'est les États-Unis investissent en s'endettant auprès du reste du monde, donc ils investissent plus au-delà de leurs moyens, et nous prêtons de l'épargne au reste du monde, donc nous investissons en dessous de nos moyens. Et puis les Américains n'ont jamais fait retomber en récession leur économie après 2008-2009, ce que les Européens ont fait en durcissant beaucoup trop vite les politiques économiques. Donc il y a la faible croissance de la zone euro, c'est une composante structurelle qui est le fait qu'une partie importante de l'épargne s'en va, et une erreur de gestion qui est le fait que les politiques économiques ont replongé la zone euro en récession à partir de 2010, alors que les États-Unis restaient en croissance très forte. Alors, troisième et dernier point de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Bon, alors, évidemment, il y a quand même quelque chose, je reviens à l'argument sur la spécialisation, il y a quand même un point qui est assez important et en même temps assez inquiétant. C'est très optimal qu'il y ait une spécialisation productive forte qui s'opère à l'intérieur de la zone euro. Si les Allemands sont plus doués pour faire de l'industrie et les Grecs sont plus doués pour faire du tourisme, ça serait complètement inefficace de mettre de l'industrie en Grèce et du tourisme en Allemagne, quoi, je dirais. Donc, cette spécialisation productive qui résulte des avantages comparatifs des uns ou des autres, il ne faut pas l'empêcher, quoi, je dirais. On fabriquerait quelque chose de très inefficace. Aux États-Unis, si vous voulez faire de l'électronique, vous allez à New York, à Boston ou en Californie, hein, vous n'allez pas vous installer dans le Middle West, quoi, je dirais. Et donc, il est parfaitement légitime qu'on ait cette spécialisation productive. Et donc, la question n'est pas de forcer les pays à fabriquer des biens pour lesquels ils ne sont pas doués. La question est de faire de la redistribution. Hein, donc, il faut des politiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les pays n'essayent pas de se réindustrialiser ou d'attirer des industries ou des services sophistiqués. Bien sûr que oui. Mais il ne faut pas avoir d'énormes espoirs. Je veux dire, hein, il y a quand même des situations d'avantages comparatifs. À nouveau, personne n'ira construire de voitures en Grèce. Quoi. Je veux dire, hein, c'est trop loin, c'est pas du tout la culture du pays, il n'y a pas les écoles et les formations qui vont avec. Donc voilà, donc on va rester avec des pays qui fabriqueront des biens et des services très différents les uns des autres. Il ne faut pas se faire la moindre illusion. Alors on peut parler de réindustrialisation, on va faire des efforts pour ramener un certain nombre d'industries dans les pays qui en ont moins. Hein, en France, en Italie en particulier, c'est le grand débat d'aujourd'hui. Je ne suis pas certain que ça marchera. Parce que le mouvement naturel d'une entreprise, c'est d'aller produire là où c'est le plus efficace de produire. Donc, il me semble qu'il faut, bien sûr, il ne faut pas lâcher ce truc-là. Si on peut réindustrialiser, il faut le faire, mais je ne crois pas que ça va aller très loin. Et donc, on est plutôt dans l'idée qu'il faut de la redistribution. Alors, la redistribution la plus évidente, c'est la redistribution qui se fait aux États-Unis entre les régions pauvres et les régions riches. C'est par l'existence d'un État fédéral. Hein. Donc, je dis des banalités que tout le monde connaît, mais le budget fédéral aux États-Unis, c'est à peu près 20% du PIB. Le budget fédéral de la zone euro, c'est 1% du PIB. Alors aujourd'hui, il faut y ajouter les 750 milliards de plans de relance européens. Enfin, on a une structure fédérale qui est extrêmement petite. Et tant qu'on aura cette structure fédérale extrêmement petite, il y aura très peu de redistribution entre les pays. Et donc, les écarts de niveau de vie qui viennent des écarts de spécialisation, ils vont rester à peu près ce qu'ils sont. Donc, il faudrait faire mieux. Hein. Donc, il faudrait être capable de faire mieux et de
d'accroître le degré de redistribution. Alors, il y a plein de propositions qui circulent dans le monde des économistes. Bien entendu, faire en commun des investissements, comme on est en train de le faire, c'est une très bonne idée. Donc, bien sûr, il faut encourager même la pérennisation du plan de relance européen. Beaucoup d'économistes avaient suggéré, par exemple, de mettre en commun des morceaux de la protection sociale. Il y a des propositions très avancées qui avaient été faites sur la mise en commun de l'indemnisation du chômage, par exemple, entre ces différents pays. Voilà, donc il faut avancer pour essayer d'accroître doucement et par petits pas la taille de l'État fédéral en Europe. Et je crois qu'on ne pourra pas autrement régler ce problème de divergence des niveaux de vie qui est absolument oui, le problème structurel inhérent en fait à la zone euro ne pourront donc pas être résolus en fait. C'est vraiment pour vous, il faut vraiment passer par plus de fédéralisme. Si vous voulez, on peut évidemment faire. Prenez le cas de la France. 10% de l'emploi en France est de l'emploi industriel. En Allemagne, c'est 20%. Et alors qu'on avait à peu près le même chiffre à la fin des années 90. Donc évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de réindustrialiser la France. Donc si on peut développer de nouvelles industries dans les énergies renouvelables, dans l'intelligence artificielle, évidemment, il faut le faire. Mais si vous voulez, vous vous heurtez quand même aux avantages comparatifs. Par exemple, il y a 2,5 fois plus de jeunes qui font des études scientifiques en Allemagne qu'en France. Donc quand vous partez de ça, et tant que vous n'avez pas corrigé ça, c'est quand même beaucoup plus attrayant pour une entreprise industrielle de s'installer en Allemagne qu'en France, parce qu'elle trouve beaucoup plus facilement des techniciens et des ingénieurs. Alors après, vous pouvez aussi travailler sur les avantages comparatifs, évidemment. Enfin, il y a très peu d'espoir, si vous voulez, que la Grèce devienne un grand pays industriel. Donc, de toute façon, le cas de la France, c'est un peu frustrant, parce que là, on pourrait faire mieux. Mais vous voyez, le Portugal est quand même spécialisé sur l'industrie relativement bas de gamme. C'est les biens de consommation, le textile, l'agroalimentaire. Il est extrêmement improbable que le Portugal se spécialise un jour dans l'industrie très haut de gamme ou les nouvelles technologies. La Grèce va rester dominée par le tourisme et l'immobilier. Donc, si on veut, et le pouvoir d'achat des Grecs aujourd'hui, il est de 40% de celui des Allemands. Donc, si vous voulez resserrer ces écarts de pouvoir d'achat, c'est très difficile de le faire en changeant la spécialisation productive. À nouveau, personne ne va aller construire une usine d'industrie un peu sophistiquée en Grèce. Donc, il faut avoir de la redistribution, donc il faut avoir un budget fédéral plus gros. Alors, l'autre solution, évidemment, quand vous regardez les États-Unis, c'est l'immigration. Aux États-Unis, les jeunes des États du milieu qui ont fait des études scientifiques, ils s'en vont. Et ils vont travailler là où il y a des emplois qui correspondent à leur formation. Donc, c'est évidemment quelque chose qui commence aussi à apparaître depuis longtemps en Europe. Est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est-à-dire que tous les jeunes Grecs ayant fait des études d'ingénieur partent en Allemagne travailler. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on doit accepter ça? Aux États-Unis, c'est naturellement accepté. Les gens bougent, ils vont travailler là où les emplois correspondent à leur formation. En Europe, on préférait garder les jeunes là où ils ont fait leurs études. Mais voilà, donc, mais oui, il faut comprendre que profondément, on ne va pas tous produire tous les biens. C'est juste impossible que chaque pays européen produise tous les biens. Est-ce que les différents gouvernements ont conscience de ça? Est-ce que les institutions européennes, les institutions de la zone euro ont conscience de cela et donc sont donc enclins à plus de mécanismes de redistribution? Alors pour l'instant, on est plutôt dans l'étape d'avant où on se dit que quand même, il ne faut pas non plus renoncer à l'idée de monter en gamme un certain nombre d'économies. Et donc, le plan de relance européen, ce sont des investissements. Ce n'est pas du fédéralisme, au sens où on ne met pas en commun la protection sociale du tout. Ce sont uniquement des investissements dans la formation, dans les énergies renouvelables, dans l'intelligence artificielle, dans la santé, etc. Donc, pour l'instant, la stratégie européenne, c'est plutôt de dire on va quand même essayer de monter en gamme les économies qui ont besoin, qui ont sous-investi, qui ne sont pas assez modernisées. C'est le plan Draghi en Italie, en disant on va essayer de faire ce qu'on n'a pas fait depuis 30 ans pour monter en gamme l'industrie, construire des infrastructures, améliorer le système éducatif. Donc évidemment, la Commission aujourd'hui, elle est plutôt partie là-dessus. Je dis simplement, il faut le faire. Évidemment, il faut le faire. Il faut même se rendre compte que vous luttez contre quelque chose de profond, qui est l'exploitation des avantages comparatifs. Je veux dire, quelque chose où vous ne pouvez rien.
Une entreprise ne va pas aller s'installer là où les salariés n'ont pas les compétences qui lui conviennent, quoi, hein. Donc, c'est quelque chose de très lourd, les avantages comparatifs. Donc, mon point est de dire, on ne pourra pas simplement avoir des plans d'investissement, il faudra aussi avoir des plans de redistribution si on veut réduire les inégalités de niveau de vie entre les pays européens. Et ça peut passer à nouveau par la mise en commun d'une certaine partie de la protection sociale, ou ça peut passer par, par la mise en commun d'une partie des dépenses d'éducation. On pourrait faire grossir Erasmus, quoi. Il y a tout un programme de proposition d'économistes qui disait qu'il faut faire Erasmus dans les lycées, par exemple. Je crois qu'il faut avoir ce genre d'initiatives qui sont de faire grossir aussi, pas seulement les investissements financés en commun, mais aussi simplement les politiques redistributives menées en commun. Il y a des projets, vous savez, de revenu minimum européen, par exemple, hein, qui seraient financés de façon conjointe par les pays. Enfin, voilà, donc il y a pas mal d'idées qui circulent et qui vont dans ce sens. Et pour l'instant, la Commission est plutôt sur l'étape d'avant, mais bien sûr, je ne la critique pas du tout, hein, qui est de dire quand même, il y a des pays qui pourraient monter en gamme s'ils faisaient les investissements nécessaires, donc faisons ces investissements. Mais vous voyez que là, je voulais seulement attirer l'attention sur la théorie économique, la théorie économique nous dit de façon absolument claire, rentrer dans une union économique et monétaire rend les pays qui le font plus différents après qu'au moment où ils sont rentrés, quoi. Et ça, c'est absolument évident. De toute façon, on a cette évolution, elle est absolument inexorable. Donc, il faut essayer de trouver des solutions. La solution, à nouveau, c'est d'abord, on peut changer les avantages comparatifs, hein. Rien n'interdit aux Français de former davantage d'ingénieurs. Simplement, ça met du temps, quoi. Et puis après, dans la mesure où on n'arrivera pas à changer tous les avantages comparatifs, il faut mettre en commun non seulement des budgets d'investissement, mais aussi des budgets de redistribution. Bon, là, pour l'instant, la réflexion des États, c'est ce que j'explique à la fin du livre, hein, il y a une acceptation, y compris dans les pays dits frugaux, de quelque chose qui ressemble à un budget commun d'investissement. À la preuve, ils ont accepté le plan de relance, hein. Et on est très, très loin dans ces pays de l'acceptation de la mise en commun d'une partie de la protection sociale, par exemple. En fait, ils considèrent comme un truc très hérétique pour l'instant. Simplement, il faudra leur expliquer que, à force de refuser ça, ils finiront par mettre en danger l'intégrité de l'euro. Parce que s'il y a des pays qui deviennent extrêmement pauvres par rapport à d'autres, ça finira par créer une énorme tension à l'intérieur de la zone. Alors, peut-être un petit mot sur deux choses encore, et puis après, je vous repasse évidemment la parole pour toutes les questions que vous auriez. Le premier, c'est, je voulais revenir, alors ce n'est pas totalement le sujet du livre, mais quand même, hein, sur ce qu'on a fait avec les politiques économiques, en particulier depuis la Covid, mais ça a commencé en fait avant, mais c'est bien sûr amplifié par la Covid. Ce n'est pas totalement rassurant, hein, je veux dire. Bien entendu, on peut dire qu'on n'avait pas le choix, donc on a fait d'énormes déficits publics. On a financé ces déficits publics par la création monétaire, hein, donc la BCE a acheté les dettes que les États émettaient et a payé en créant de la monnaie. Donc tout se passe comme si ces dettes n'avaient jamais existé, ce qui d'ailleurs rend complètement absurde le débat sur l'annulation de ces dettes, puisque une dette qui est dans le bilan de la Banque centrale, elle est gratuite et non remboursable, donc ça ne sert absolument à rien de l'annuler, hein. Et donc on a en fait financé par la création monétaire l'énorme expansion du rôle de l'État, je dirais, des dépenses d'investissement, de soutien de revenus, etc. Il ne faut pas croire que ceci n'a pas de coût, hein. Donc, une des menaces maintenant sur la zone euro, c'est qu'on va voir arriver progressivement les coûts de cette politique qui a été amplifié par la Covid, mais qui a commencé avant, hein. La BCE commence à monétiser les dettes publiques en 2015. Et donc, le coût essentiel, c'est que quand vous injectez de la liquidité dans l'économie, une partie de cette liquidité sert à acheter des actifs, et vous avez une hausse extrêmement rapide des prix des actifs, en particulier des prix de l'immobilier. Donc aujourd'hui, dans tous les pays européens, on a des hausses énormes des prix de l'immobilier. La France, hein, où c'est à peu près 7% sur un an, n'est pas du tout le pays le plus touché. Les Pays-Bas, vous êtes à plus de 15% sur un an pour les prix de l'immobilier. Et donc, il ne faut pas oublier qu'un des sujets aussi de la zone euro, ça sera un sujet de stabilité financière, hein, avec cette instabilité très forte qui est créée par la politique monétaire extrêmement expansionniste qui a été mise en place. Donc, on peut se féliciter de l'interventionnisme croissant des États, par exemple, pour faire les investissements dont on parlait avant. Il ne faut pas voir qu'à ce niveau d'interventionnisme des États, nécessairement,
les déficits publics sont financés par la création monétaire et que ceci a quand même un effet social, économique, financier très néfaste, hein, qui est la bulle immobilière. Je vais juste rappeler ça. Et puis, je voulais dire juste un mot, avant de terminer, sur la question de la concurrence fiscale. Il y a concurrence fiscale en Europe. Ce n'est pas parce qu'on vient évidemment de mettre en place la taxation à 15% minimale des profits des multinationales que cette concurrence fiscale a disparu, puisque en réalité, cette concurrence fiscale, c'est assez bizarre d'ailleurs. Vous voyez qu'on a réussi à avoir un accord international sur la taxation des profits. Alors bien sûr, en termes de recettes fiscales pour les pays, ça peut être important. Cet accord international va rapporter à peu près 4 milliards d'euros par an à la France, hein, avec cette harmonisation à 15% minimum de la taxation des profits. Mais 4 milliards d'euros par an, c'est quand même pas beaucoup. Le vrai sujet de concurrence fiscale en Europe, c'est pas ça, c'est les cotisations sociales des entreprises. Donc c'est le coût du travail. Et on n'est pas du tout sorti de la concurrence fiscale par le coût du travail. Et la concurrence fiscale, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif en Europe. Vous avez c'est ce qu'un économiste appelle race to the bottom. Hein. On a une tentation à pousser vers zéro les taux d'imposition sur tout ce qui est mobile. Hein. Et ce qui est mobile, c'est le capital, mais c'est aussi le travail qualifié, c'est bien sûr. Bon. Et donc je pense que dans l'agenda européen aussi, il faut aller beaucoup plus loin sur la coordination fiscale. Et vous savez que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, puisque tout ce qui est budgétaire ou fiscal est soumis à la règle d'unanimité en Europe, alors que le reste est une règle de majorité qualifiée. Donc, trouver de l'unanimité sur de la coordination fiscale, enfin, il est comme très choquant que dans une union monétaire, il n'y ait aucune coordination fiscale, si ce n'est celle qui vient des États-Unis et qui porte sur les profits des multinationales. Donc, on a quand même un gros sujet de coordination qui n'a pas été traité et qui est très important. Donc, voilà. Donc, en conclusion de tout ça, il faut comprendre les deux trucs vraiment dangereux aujourd'hui dans la zone euro. C'est la disparition de la mobilité des capitaux. Mais il faut comprendre quand même quelque chose, c'est qu'une union monétaire, ça a forcément un coût macroéconomique. C'est un coût, forcément, puisque au lieu d'avoir plein de politiques monétaires, vous n'en avez plus qu'une seule. Donc, vous perdez un nombre impressionnant d'instruments de la politique économique. Donc, forcément, l'effet macroéconomique de l'unification monétaire, par construction, il est mauvais. Il ne peut pas être positif. Et on fait une union monétaire pour une cause qui est microéconomique, c'est l'allocation meilleure de l'épargne. Parce qu'une fois qu'on n'a plus de risque de change, on peut prendre l'épargne à un endroit et l'investir ailleurs. Et c'est pour ça qu'on fait une union monétaire. D'ailleurs, c'est au cœur des critères de Mundell, cette question de la mobilité du capital. Une union monétaire sans mobilité du capital, elle n'a que le coût macroéconomique. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait des performances faibles en macroéconomique, puisque vous avez perdu l'intérêt de cette unification qui était l'allocation optimale de l'épargne. Donc, l'urgence numéro 1, c'est de rétablir la mobilité des capitaux entre les pays européens. Alors, vous savez que la Commission travaille depuis des années sur le marché unique des capitaux. Hein. Bon, ça donne pour l'instant absolument aucun résultat. Aujourd'hui, vous ne convainquez pas un investisseur allemand, un assureur allemand, d'investir en Espagne. Il va investir aux États-Unis, en Chine, etc., et pas en Espagne. Donc, tant que vous n'avez pas rétabli cette mobilité internationale des capitaux, vous avez quand même un gigantesque problème d'inefficacité et de croissance faible. Alors, comment est-ce qu'on peut rétablir la mobilité internationale des capitaux? C'est une question de confiance. Hein. Les Allemands ils vous le disent encore aujourd'hui. Hein. Nous, on a prêté aux Espagnols et avec l'argent, ils ont construit des aéroports où il n'est jamais venu d'avion. Hein, donc, évidemment, il y a une question absolument centrale où ils ont construit des maisons où jamais personne n'a habité, ce qui est en plus juste. Hein. Et donc, il y a une question absolument centrale, c'est de rétablir la confiance sur ce qu'on fait avec l'épargne des Allemands. En parenthèse, des Hollandais. Bon. Et pour ça, l'astuce aujourd'hui du plan européen de relance, qui est de prendre l'épargne des Allemands, de la faire transiter par les caisses de l'Europe avec un rating AAA, donc avec un émetteur de très grande qualité, et ensuite de réinvestir en Italie, cet investissement-là, jamais les Allemands l'auraient fait directement. Hein, les 140, je crois, milliards d'euros du plan de relance européen qui vont être investis en Italie, jamais les Allemands n'auraient donné 140 milliards d'euros de leur épargne aux Italiens. Donc ils le font parce que ça transite par une émission d'obligataires de la Commission européenne. Donc on a cette astuce pour rétablir un peu de mobilité des capitaux, mais enfin
À la fin, il faudra bien que l'épargne recircule entre les pays européens pour qu'on puisse recommencer à faire une allocation efficace de l'épargne entre ces pays. Et pour ça, il faut rétablir la confiance sur la gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent si on investit dans ces pays? Est-ce que c'est une bonne gouvernance d'investissement? Est-ce que c'est des investissements utiles qui servent à quelque chose, qui ferait du revenu, de la croissance? Donc il y a vraiment un problème de croissance et de confiance, pardon, qui n'a pas été rétabli. Puis le second problème, on vient de l'évoquer, c'est ce mouvement structurel inexorable où les spécialisations productives des pays divergent parce qu'ils exploitent de plus en plus leurs avantages comparatifs. Et cette divergence des spécialisations productives, elle aboutit finalement à la divergence des niveaux de vie et de la sophistication des économies. Alors, on peut essayer de ralentir ce mouvement, et on en a parlé avant, on peut le ralentir en essayant de monter en gamme les pays qui sont en retard, en investissant plus dans les pays qui ont sous-investi, mais simplement, c'est un mouvement qui est absolument inévitable dans une union monétaire, que les pays deviennent plus différents après avoir unifié leur monnaie qu'avant, quelque chose auquel on ne peut rien, qui est absolument inexorable. Et donc, la seule façon en réalité de compenser, de corriger les choses, c'est d'avancer vers du fédéralisme et de la redistribution de revenus de manière quelconque entre les pays, faciliter, en fait. comme le font les États-Unis. Oui, pardon. Pour faciliter cette mise en œuvre des mécanismes de redistribution, est-ce qu'il y a une question qui est posée dans le chat, est-ce que la solution est politique, avec la nomination d'un ministre des Finances de la zone euro ou celle d'un ministre européen du marché du travail pour éviter la concurrence sur les salaires et faire avancer le salaire minimum européen? Est-ce que la solution, elle est politique à ce niveau-là et non plus qu'économique? Oui, la solution, elle est politique, évidemment, mais ce n'est pas en nommant des ministres que vous réglerez le problème politique. Aujourd'hui, il y a la commission, c'est le boulot de la commission. Non, la solution, elle est politique, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un nombre important de pays européens qui ne veulent pas de ces redistributions. Donc, ils ont accepté à nouveau de financer en commun des investissements parce qu'ils considèrent que c'est une bonne politique. Quand vous faites un investissement, normalement, plus tard, ça génère du revenu. Simplement, ils refusent parler à des Hollandais, des Finlandais, des Autrichiens, des gens des Pays-Baltes, etc. Ils ont un rejet absolu de tout ce qui pourrait être la mise en commun de dépenses courantes des États, donc de la protection sociale, des dépenses d'éducation, etc. Ils ne veulent pas. Ils disent que ça, c'est à chaque pays à financer ça par ses impôts. Si on faisait ça aux États-Unis, vous voyez les écarts de revenus que je crois que je cite quelque part entre les États américains sont déjà. Il faut voir que c'est un truc que raconte aussi, il y a un très près l'article de Krugman de 92 qui s'appelle les leçons du Massachusetts pour l'Europe, où il explique qu'aux États-Unis, où il y a un fédéralisme énorme, parce qu'il y a plein, les enseignants de Louisiane sont payés par l'État fédéral, je veux dire, eh bien, malgré ce fédéralisme très important, les écarts de revenus entre les États américains sont aujourd'hui beaucoup plus importants que les écarts de revenus entre les pays de la zone euro. Ce qui veut dire qu'on peut probablement penser que tant qu'on a très peu de fédéralisme en Europe, on n'est pas au bout de l'évolution, on va aller vers des écarts de revenus entre les pays européens encore beaucoup plus importants que ceux d'aujourd'hui, parce que normalement, ils devraient être plus importants que ceux qu'il y a entre les États américains, les États-Unis. Il y a des Variation Green à Harvard avait fait un travail qui montrait que si un État des États-Unis perd $1 de PIB, les transferts fédéraux ramènent 50 cents. Et en Europe, on est de l'ordre de 1 cent sur le même choc. Donc évidemment, malgré cet énorme fédéralisme aux États-Unis, vous avez des écarts de niveau de vie entre les États qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui que ceux que vous observez. Les plus gros qu'on observe, c'est la Grèce contre les Pays-Bas. C'est le plus gros. Je ne parle pas du Luxembourg, qui est un truc où il y a 3 milliardaires, mais dans les pays un peu normaux. Et donc, il y a plus d'écart entre les États américains qu'entre la Grèce et les Pays-Bas. Ce qui veut dire que probablement, dans 20 ans, les écarts de revenus entre les pays de la zone euro auront encore beaucoup augmenté. Alors, sauf si on met en place le fédéralisme de grande taille, et sauf si on arrive à monter le niveau de gamme de production des pays qui ont des niveaux de gamme de production faibles aujourd'hui. Mais à nouveau, il n'y a pas que les pays, il y a les régions. Il y a des régions, le sud de l'Italie, la Grèce, certaines régions au sud de l'Espagne, c'est assez désespéré. Ou le nord du Portugal, c'est des régions très pauvres.
ne voit pas bien quelles activités économiques pourraient s'y installer et elles vont probablement, en termes relatifs, devenir encore beaucoup plus pauvres aujourd'hui. Donc, si vous voulez, le risque, c'est à la fin que l'Europe, ça devienne une espèce de patchwork où il y a des régions très, très riches et des régions très, très pauvres. Alors, pauvres en termes relatifs, hein, bien sûr, pas en termes absolus, mais là, ça pose un problème politique évident. Ouais, pour diminuer les écarts de compétitivité, il y a également une question dans le chat à ce propos. En évitant la dévaluation interne, est-ce qu'on peut compter sur de l'inflation plus forte dans les pays qui sont en excédent courant? Par exemple, en appliquant réellement le plafonnement prévu à 6% de ces pays. Oui, alors bien sûr, ça marche. Il y a plus d'inflation. Enfin, l'Allemagne a fait une dévaluation interne au début des années 2000, hein, c'est la politique de Schröder. Elle a gagné à peu près 20% de compétitivité par rapport aux autres pays européens. Et puis à partir de 2005-2006, évidemment, l'Allemagne, du coup, a plein de croissance. Hein, les entreprises sont très profitables, elles investissent beaucoup. Et puis, assez régulièrement, depuis la crise des subprimes, l'Allemagne a plus d'inflation que les autres pays européens. Simplement, à ça, deux précautions. Un, ça met un temps infini, quoi. Je veux dire, si l'Allemagne a 1% d'inflation, un point d'inflation par an de plus que les autres, avant que ça mange l'avantage de l'Allemagne c'est l'avantage, avant que ça fasse disparaître l'excédent extérieur de l'Allemagne, il va falloir 30 ans ou 40 ans. Donc c'est quand même pas rapide. Alors que la dévaluation interne, ça va vite. Et que les dévaluations vraies dans le temps, ça se faisait en une seconde, quoi. Et puis deuxièmement, comme je l'ai dit au début, l'hétérogénéité de la zone euro, c'est ce que j'ai évoqué, hein, ce qui n'a aucun rapport, vous voyez, avec la compétitivité coût. C'est les avantages comparatifs, l'absence de mobilité des capitaux, etc. Tout ça n'a aucun rapport avec les écarts de coûts de production, hein. Donc, les écarts de coûts de production n'expliquent qu'une toute petite partie des problèmes d'hétérogénéité. Alors, je sais bien que dans le truc académique habituel, on explique que dans une union monétaire, le problème, c'est qu'on peut, quand on a plus d'inflation que les autres, on ne peut pas dévaluer, donc on fait une dévaluation interne, etc. Enfin, ça, c'est très loin de la réalité, hein, parce qu'à nouveau, le fait que la Grèce n'ait pas d'industrie, que la France n'en ait pas beaucoup et que l'Allemagne en ait beaucoup, ce n'est pas lié au coût, parce que de toute façon, l'Allemagne est plus chère que la France ou la Grèce. Donc, c'est lié aux avantages comparatifs, aux politiques industrielles, à l'investissement de l'épargne, enfin, à la qualité des institutions, enfin, mais ça a très, très peu à voir avec les coûts de production. Et justement, donc, la question de la spécialisation en France pose, pour une intervenante dans le chat, la question de l'éducation et de la formation. Et donc, à quelle échéance en France on peut espérer monter en gamme? Est-ce que si on essaye de se projeter un petit peu dans l'avenir, est-ce qu'on peut espérer monter en gamme? C'est mon prochain livre, je me ferai un plaisir de venir vous présenter, mais je peux vous donner en avant-première. Non, mais moi, je suis absolument persuadé que les questions de compétences en France au sens large sont absolument centrales. Alors, je fais plein de travaux de recherche un peu académiques là-dessus, hein, et qui expliquent que le problème de compétences explique très largement l'amaigrissement de l'industrie, l'insuffisante modernisation des entreprises, hein, qui sont peu numérisées par rapport aux autres pays, le fait que la dégradation du commerce extérieur, la faiblesse du taux d'emploi pour les jeunes et pour les adultes, etc. Et donc, on a un énorme problème de compétences, je suis absolument persuadé. Et oui, on est en plein dans ma question d'avantages comparatifs. Ce n'est pas une question de salaire en France. Ça ne sert à rien de baisser les salaires. Je veux dire, le problème, c'est les compétences, ce n'est pas les salaires. Et donc, il faut travailler sur les compétences. Alors ça, évidemment, tout le monde est maintenant convaincu, hein, après un long travail pédagogique. Simplement, c'est pas simple, quoi, parce que vous avez la question de l'échec scolaire, vous connaissez parfaitement. Alors, il y a une petite amélioration depuis 2-3 ans qui a l'air d'être liée à la forte augmentation du nombre de jeunes qui sont en apprentissage. Hein, on vient de passer 600 000 en nombre de jeunes en apprentissage, qui est quand même impressionnant. Donc, c'est pratiquement une hausse d'un tiers, enfin de moitié, hein, par rapport à là où on était. Et ça a l'air de faire baisser ce qu'on appelle les fameux NEETs, vous savez, hein, les jeunes déscolarisés sans emploi et sans formation. Donc, voilà. Donc, il y a quelques bonnes nouvelles. Après, donc ça traite une question. Après, il y a les compétences des adultes. Alors là, on a eu la réforme de la formation, mais on reste dans une situation où, en fait, on forme mal en France les gens qui ont besoin d'être formés, qui sont essentiellement les chômeurs et les personnes qui ont fait des études courtes, quoi. Et en fait, l'argent de la formation, même s'il y a eu un progrès, hein,
il y a des programmes de suivi des chômeurs de longue durée, il y a la garantie jeune, hein, il y a des choses qui ont été mises en place. Enfin, on voit que l'essentiel de l'argent de la formation forme des gens bien formés. Hein, et que ça, évidemment, c'est très différent de ce qu'on fait dans les pays d'Europe du Nord, par exemple, hein, où on met le paquet sur la formation des chômeurs, par exemple. Hein. Donc, il faut mettre le paquet sur la formation des chômeurs ou des jeunes en difficulté. À nouveau, on va dans cette direction-là, mais enfin, on est quand même très, très loin de ce qu'il faudrait. Donc voilà, il y a un travail énorme à faire sur les compétences. Vous connaissez comme moi toutes les enquêtes, hein, que ce soit PIAC, Teams, PISA, etc. On n'est quand même pas brillant. Et alors, il faut voir en plus que la moyenne est tirée par le haut, par les formations, les gens très compétents, les formations d'excellence. Si vous regardez le haut de la distribution, on est à peu près normal. Et quand vous regardez le bas de la distribution, on est catastrophique, quoi, je dirais. Donc, on est surtout mauvais. Il faut comprendre que les compétences, ce n'est pas la même chose que le nombre d'années d'études. On peut, à tous les niveaux d'études, il y a des gens compétents et des gens pas compétents. Il y a des compétences, ce n'est pas que scolaire, hein, c'est aussi des compétences comportementales. Enfin, donc, on peut être un plombier compétent ou un plombier incompétent, comme on le sait tous, et on l'a tous expérimenté. Donc ce n'est pas lié à la durée des études ou au niveau d'éducation, c'est lié à la capacité de bien faire son boulot. Je prends des exemples assez idiots. On ne saura jamais faire du nucléaire en France tant qu'on ne saura pas avoir des soudeurs. On ne sait plus faire une soudure en France. Et une soudure d'une cuve de centrale nucléaire, c'est extraordinairement compliqué. Hein. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas. Il n'y a personne capable en France de faire une soudure dans une centrale nucléaire, donc on ne sait pas faire de centrale nucléaire. Donc, oui, et donc un soudeur compétent, c'est une profession. Si vous avez des enfants qui ne savent pas quoi faire dans la vie, faites-les être soudeurs compétents, ils feront fortune. Et donc, cette question de compétence qui est pour tous les métiers, à tous les niveaux d'éducation, on est très, très en retard sur des pays comme l'Allemagne, comme les pays d'Europe du Nord. La Finlande est l'exemple qu'on donne toujours, ou les pays d'Asie, bien sûr. Hein. Et donc, moi, je pense que c'est le sujet central de politique économique pour la France. Alors, ce n'est pas un sujet Europe, parce qu'à l'intérieur de la zone euro, l'exemple que tout le monde prend, c'est la Finlande. La Finlande a un niveau de qualité du système éducatif, de qualité de la formation professionnelle, de suivi des compétences de la population active qui est extraordinaire. Donc, il y a des pays européens qui le font très, très bien. Et la Finlande, en gros, dans pas mal de domaines, il suffirait de copier la Finlande. Sur la formation des chômeurs, le Danemark aussi, c'est un pays qui fait des choses tout à fait extraordinaires. Dans la journée où quelqu'un perd son emploi, il est mis en formation pratiquement. C'est qu'en France, en moyenne, il faut attendre 6 mois pour qu'il y ait quelqu'un qui perd son emploi se voit proposer une formation. Donc voilà, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Ça progresse un peu, mais c'est lent. C'est lent, ça pousse lent. Et évidemment, vous voyez que ça rejoint mon point sur les avantages comparatifs. Si vous voulez faire des centrales nucléaires, vous n'allez pas aller dans un pays où il n'y a pas de soudeurs. Vous allez en Chine, il y a plein de soudeurs qui savent souder. Vous évoquiez il y a quelques instants l'Allemagne et justement, en fait, si on veut revenir un petit peu sur les changements politiques qui s'opèrent actuellement en Europe, que peut-on attendre? Donc, c'est notre question du chat. Que peut-on attendre du prochain gouvernement allemand quant à sa conception de la nature des institutions européennes? Est-ce qu'on peut s'attendre à certains changements? Oui, oui, c'est une des bonnes. Enfin, si on va effectivement vers une coalition. Alors, ça va être compliqué parce que le SPD et les Verts, hein, dit Grünen, ont une vision qui est assez proche de celle des Français de l'Europe, en disant il faut faire des investissements en commun, il faut plus de solidarité, il faut réduire la concurrence fiscale. Donc, ils sont assez différents de la CDU sur ces questions, sauf que vous avez le LPD, c'est-à-dire les libéraux, qui, eux, ont une vision extraordinairement conservatrice, en disant on va revenir aux normes de Maastricht, il n'y a pas de solidarité, no bail-out, hein, on ne cède pas les. Donc je ne sais pas comment on gère le LPD, les libéraux allemands, dans une coalition où les deux autres partis sont à nouveau assez proches des positions françaises. À la réunion du cercle des économistes cet été à Aix, il y avait Scholz et Bruno Le Maire, ils disaient exactement la même chose, quoi. Donc on voit bien que le SPD est extrêmement proche des positions françaises sur la nécessité d'avancer progressivement par étapes vers plus de fédéralisme, plus de solidarité, et en commençant par un gros programme d'investissement rendu permanent. On appelle ça un budget d'investissement européen permanent, quoi. En bruxellois, on dit une facilité d'investissement. Rien n'est normal en bruxellois, mais
Voilà, donc si c'était que le SPD et les Verts, on serait quand même assez rassuré. Il va falloir gérer les libéraux qui, eux, c'est 3% de déficit, 60% de dette et chacun chez soi, quoi. Donc, puis il va falloir gérer quand même le nombre assez important de pays dits frugaux, les plus durs étant les Hollandais, les Hollandais et les Finlandais, qui détestent l'idée aussi de solidarité budgétaire. Bon, si les Français et les Allemands sont d'accord, ils ont du mal à se coucher en travers, encore que, bon, de nouveau, on est dans une règle d'unanimité, mais enfin, vous voyez, il y a une question de poids politique. Voilà, donc la question en Allemagne, ça sera quel sera le compromis avec les libéraux? Qu'est-ce que les libéraux et donc, justement, alors que les déficits et les dettes ont explosé avec la crise, qu'est-ce qu'on fait des règles budgétaires? Il faut faire des règles budgétaires intelligentes. Alors ça, c'est un point que j'évoque d'ailleurs là-dedans, je n'ai pas pris le temps d'en parler. On sait à peu près ce qu'il faudrait faire en théorie. Il faudrait être capable de séparer les dépenses publiques qui peuvent être financées par la dette, c'est les dépenses publiques qui doivent être financées par l'impôt. Et les dépenses publiques qui peuvent être financées par la dette, c'est les dépenses publiques qui fabriquent du revenu plus tard. Ce n'est pas forcément des investissements publics. Une solution de facilité consiste à dire je vais mettre les investissements publics, je vais autoriser qu'on mette les investissements publics, qu'on finance par la dette et l'investissement public. J'autorise des investissements publics à être financés par le déficit. Vous voyez que ça, ce n'est pas intelligent comme position. Si vous construisez des ronds-points partout, c'est de l'investissement public, ça ne va pas génialement aider la croissance. Et puis, si vous redressez les compétences des gamins, ce n'est pas de l'investissement et ça va redresser la croissance. Donc, il faudrait être capable de faire une liste. Tu sais, on a la taxonomie du vert aujourd'hui. Qu'est-ce qui est un investissement vert? Qu'est-ce qui n'est pas vert? Il faut avoir une liste, une taxonomie des investissements qui génèrent de la croissance à long terme. Alors, c'est extrêmement compliqué à faire. On sait le faire un peu en microéconomie. C'est-à-dire, quand vous faites un investissement public, vous faites du calcul économique et vous savez à peu près, vous regardez les externalités, parce qu'il y a toujours des externalités, et vous savez à peu près quel est le rendement de cet investissement. Et là, il faut le faire en macroéconomie, quoi. Il va falloir dire aux États, ce type de dépenses, vous avez le droit à la dette, c'est ce type de dépenses que vous devez financer par l'impôt. Honnêtement, on est extrêmement loin d'être capable de faire ça. C'est un vrai sujet de recherche pour les économistes. Et vous voyez, la difficulté, c'est que si vous faites ça, vous n'allez pas trouver la même chose pour les différents pays. Il y a des pays, ils n'ont pas les mêmes besoins en termes d'infrastructures, etc. Donc, vous allez avoir une règle budgétaire pour chaque pays. Alors ça, bonjour le bazar, quoi, parce que expliquer à un pays qu'il a droit à faire moins de déficit qu'un autre, ce n'est pas gagné. Donc, je ne suis pas très optimiste, si vous voulez, sur notre capacité à aboutir finalement à une règle budgétaire intelligente en Europe. On sait à peu près en théorie ce qu'il faudrait faire, et le faire dans la pratique va être extrêmement compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez le printemps de l'économie, c'est un des trucs dont on va débattre demain matin sur la gestion de la dette, parce que c'est central dans la gestion de la dette. Une dette contrepartie de ce qui fait de la croissance, ce n'est pas une dette inquiétante, quoi. Donc, on ne sait pas aujourd'hui séparer la dette entre la dette inquiétante et la dette pas inquiétante, quoi. Bon, alors, et puis honnêtement, là, en recherche, on est très très loin d'être capable de le faire bien, quoi. Vous dites, prenez la dépense d'éducation, qui vous concerne de près. Où est-ce qu'il faut mettre de l'argent dans l'éducation? Où est-ce que c'est le plus efficace de mettre de l'argent en termes de croissance, prospérité, etc. future? Si vous parlez à Éric Charbonnier à l'OCDE que vous connaissez, vous explique qu'il n'y a pas photo, le seul endroit où c'est intelligent de mettre de l'argent, c'est la maternelle. Parce que c'est là que tout se décide pour l'avenir. Sauf que vous allez faire une règle budgétaire européenne disant les dépenses à la maternelle, c'est finançable par la dette. Et puis dans le primaire, c'est les impôts. Enfin, vous voyez, le truc devient compliqué, quoi. Donc voilà. Donc on espère qu'on aura des règles budgétaires européennes moins stupides que les précédentes. De toute façon, le retour à 60% de dette sur PIB, évidemment, c'est juste impossible. Donc on ne va pas dire ça. Et elles ne seront pas très intelligentes non plus. Il ne faut pas rêver. Bon, on verra bien. Tout à l'heure, vous parliez de l'augmentation des prix de l'immobilier. Et oui. il y a, si je reprends ce sujet, il y a une question dans le chat à ce propos. Faut-il craindre un krach boursier ou immobilier à court terme? Dans le passé, d'abord, il faut rappeler que les pires crises financières sont des crises d'explosion des bulles immobilières. Le Japon en 1990, les subprimes en 2008, etc. Donc, on peut être très inquiet quand on a une bulle immobilière, ce qui est le cas aujourd'hui. D'un autre côté, ce qui, dans le passé, a déclenché l'explosion de la bulle immobilière, ça a toujours été la remontée des taux d'intérêt.
Les taux d'intérêt remontent et là, du coup, la demande de logement chute, les prix de l'immobilier chutent et la bulle explose. Et tous ceux qui s'étaient endettés pour acheter des appartements trop chers sont ruinés. C'est comme ça qu'on a fait toutes les crises immobilières du passé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas du tout pourquoi les taux d'intérêt remonteraient. Les banques centrales n'ont pas du tout l'intention de remonter fortement les taux d'intérêt pour plein de raisons. Une, c'est qu'elles ne veulent pas déclencher de crise. L'autre, c'est qu'il y a les problèmes de dette publique qu'il faut financer avec des taux d'intérêt bas. Et la troisième, c'est que la transition énergétique, ça nécessite beaucoup d'investissements pas très rentables. Et donc, ils ne se feront que si les taux d'intérêt sont très bas. Donc, si vous restez avec des taux d'intérêt très bas, ce n'est pas évident de savoir ce qui va faire exploser la bulle immobilière, si ce n'est quelque chose de complètement endogène, qui est qu'à un certain moment, les logements sont tellement chers que plus personne ne peut en acheter, quoi. Et à ce moment-là, bien sûr, sauf que là, c'est très loin devant nous, quoi. D'habitude, à nouveau, c'est quand les taux d'intérêt remontaient que les bulles immobilières explosaient. Et là, les taux d'intérêt vont rester extrêmement bas. Donc, ce n'est pas les taux qui vont faire corriger les prix de l'immobilier. Donc, on peut être très inquiet, mais en même temps avoir une bulle immobilière qui continue pendant beaucoup d'années, quoi. D'accord, ok. On peut penser en effet que les prix de l'immobilier peuvent continuer à augmenter dans de nombreux pays de la zone euro, en fait. Oui, parce que vous avez beaucoup de liquidités, vous avez des taux d'intérêt très bas, vous avez toute l'épargne accumulée pendant la Covid qui n'a pas été utilisée et qui sert surtout à acheter de l'immobilier. Et vous avez des banques centrales qui vont, la BCE va garder une politique monétaire très expansionniste très longtemps. C'est quand la date de la première remontée des taux d'intérêt de la BCE? Alors, sur les marchés financiers, les gens hésitent entre 2024 et 2027. Vous voyez qu'on n'y est pas, quoi. Il y avait également une autre question. N'hésitez pas, d'ailleurs, aux participants, n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce qu'un risque de décrochage de nouveaux pays européens est possible suite au Brexit des Anglais? Alors, ça concerne surtout les pays qui ne sont pas dans l'euro. Parce que quand vous êtes dans l'euro, vous ne sortirez jamais de l'euro. De toute façon, tout le monde l'a compris, y compris, vous savez, en France, ceux qui disaient l'inverse il y a quelques années. Donc, vos dettes sont en euros, quoi, je dirais. Vos dettes et vos avoirs sont en euros. Donc, vous ne pouvez pas sortir de l'euro. Si vous êtes un pays endetté, si vous sortez de l'euro, votre monnaie va se déprécier et vos dettes en euros, elles vont vous ruiner. Et si vous êtes un pays prêteur, si vous sortez de l'euro, votre monnaie va s'apprécier et vos actifs en euros, ils vont perdre leur valeur. Donc, de toute façon, personne, que ce soit un pays prêteur ou un pays emprunteur, ne sortira jamais de l'euro. Donc, la sortie de l'Europe, elle n'est envisageable que pour des pays qui ont gardé leur monnaie. Donc, il y a le débat sur la Pologne en ce moment, qui est très, très fort. Bon, avec cela étant, quand même, dans les sondages, 80% des Polonais qui disent qu'ils ne veulent pas sortir de la zone euro. Enfin, ce n'est pas de la zone euro, c'est de l'UE. Et quand vous êtes dans l'euro, c'est pas enfin, je veux dire, non. Non, vous ne pouvez pas sortir, quoi. Alors, sauf, je disais tout à l'heure, le désespoir. Ça fait 20 ans que vous appauvrissez et vous vous dites, tant pis, il faut que je fasse autre chose, quoi, le désespoir. Mais oui, les Grecs, pendant la grande crise grecque, il faut quand même voir le niveau de vie des Grecs a baissé de 40%. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Aucun gouvernement grec n'a jamais envisagé de sortir de l'euro. Parce que les dettes de la Grèce étaient en euros. Donc, soit vous faites défaut totalement sur toutes vos dettes. Vous savez que sur les marchés financiers, vous ne pouvez pas faire défaut sélectivement. Si vous faites défaut sur tout. Donc, un État ne peut pas faire défaut sur des bouts de sa dette publique. S'il fait défaut, toute sa dette devient exigible instantanément. Donc, vous faites défaut sur toutes vos dettes. Bien sûr que non, personne ne veut faire défaut sur toutes ses dettes, quoi. Donc voilà, donc la question, elle se pose plutôt, aujourd'hui la question c'est le fameux Polexit, la Pologne. Mais honnêtement, j'y crois pas du tout. Je veux dire, la population polonaise ne veut pas du tout sortir de l'Europe. C'est un truc de politiques radicaux, mais la population n'a pas du tout envie de sortir de l'Europe. Ils ont trop gagné à être dans l'Europe. Donc je ne crois pas qu'il y aura. Enfin, le seul pays pour lequel il y a débat aujourd'hui, c'est la Pologne. Et honnêtement, et à nouveau, ce n'est pas une question zone euro, c'est une question UE. Et ça m'étonnerait énormément que la Pologne sorte de l'UE. Je vais revenir s'il n'y a pas d'autres questions.
je vais revenir avec une dernière question sur le plan de relance. Est-ce que le plan de relance, du coup, qui a été signé en avril 2020, est-ce que ça constitue, selon vous, un véritable premier pas vers plus de solidarité européenne? Est-ce qu'on se dirige vers plus de fédéralisme? Est-ce que, selon vous, il est peut-être trop faible? Oui, alors on peut toujours. On a fait des comparaisons qui étaient parfois un peu injustes parce qu'on a comparé ce plan de relance à celui de Biden. Sauf que le plan de relance européen, il est sur 3 ans et celui de Biden, il est sur 8 ans. Donc, quand vous faites tout ça en année, vous apercevez qu'en réalité, le plan de relance européen, il est plus gros que celui de Biden. Donc, il faut bien le rapporter. Bon, après, la vraie question, c'est dans 3 ans ou dans un peu moins de 3 ans, quand on aura épuisé les 750 milliards du plan de relance européen, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on en commence un autre? Ça, c'est une question centrale. Évidemment, les Français, et puis on en parlait avant, le SPD ou les Verts en Allemagne, sont pour un plan d'investissement européen permanent, en particulier avec les besoins de la transition énergétique, qui sont, vous savez qu'on estime maintenant les besoins de la transition énergétique en Europe à des investissements supplémentaires de 3,5% du PIB pendant 30 ans. C'est monstrueux, quoi. Et voilà. Mais en tout cas, il est, sur les 3 premières années, c'est aussi gros que Biden. Donc, il faut arrêter les complaintes sur regardez les Américains, ils font mieux que nous. Ce n'est pas vrai, quoi. Après, surtout que Biden ne va pas en passer la moitié en réalité au Congrès. Après, je le disais tout à l'heure, l'élément extrêmement intéressant dans le plan de relance européen, c'est qu'il n'est pas au prorata des pays. Les Allemands ont 30 milliards et les Italiens, s'ils tirent toute la facilité, ont 160, je crois, milliards. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui a été calibré de façon à être concentré sur les pays qui en ont le plus besoin. Et donc, ça, c'est totalement nouveau. C'est totalement nouveau. C'est le fait que ce n'est pas fait de façon proportionnelle aux pays. Les budgets européens, alors bien entendu, il y a des budgets spécifiques pour les pays plus pauvres. Enfin, la règle européenne, c'était plutôt une règle de proportionnalité. Là, pour la première fois, on fait quelque chose de grande taille qu'on concentre sur un petit nombre de pays. Donc ça, alors, il ne faut pas oublier que par ailleurs, il y a quelque chose qui s'appelle la Banque européenne d'investissement, la BEI, qui, depuis extrêmement longtemps, investit 80 milliards d'euros par an en Europe essentiellement, y compris dans tous les pays périphériques, etc. Donc, on avait déjà une facilité d'investissement européenne très importante, qui était la BEI, mais qui se finançait sur les marchés, quoi, et on en parle peu, mais enfin, c'est très gros, la BEI. Et là, en plus, vous avez ce plan, avec la différence, c'est que la BEI prend peu de risques, alors que dans ce plan, on peut financer des investissements risqués en recherche, dans les énergies renouvelables, etc. Donc voilà, c'est très bien de faire ça, et c'est vraiment de la solidarité, à nouveau, parce que on est sorti de la répartition au prorata. Je veux dire, il y a des pays qui ont le gros de l'argent et des pays comme l'Allemagne qui ont très peu d'argent. Alors justement, est-ce que potentiellement ce plan de relance et globalement plus de solidarité entre les pays, est-ce que ça permettrait d'éviter un risque de décrochage économique de l'euro au regard de l'Asie et des États-Unis? Une autre question qui a été posée. Si vous voulez, moi je suis moins pessimiste. Ouais. C'est quelque chose qu'on entend tous les jours, on dirait l'Europe décroche. Alors c'est vrai qu'il y a des domaines particuliers sur lesquels on a décroché et ça sera très dur de rattraper. Vous avez peut-être vu une intervention d'ailleurs d'un membre du gouvernement de l'administration Biden il y a 2-3 jours qui a dit « c'est foutu, les États-Unis ne rattraperont jamais les Chinois dans l'intelligence artificielle, l'avance de la Chine est irréversible ». Donc il y a des sujets sur lesquels on est largué, quoi. Je veux dire, ça c'est clair. C'est bon. Mais quand même, globalement, je veux dire, quand vous regardez les créations d'entreprises, il y en a 2 fois plus par habitant en Europe qu'aux États-Unis. Le niveau des compétences de la population, il est plus élevé en Europe qu'aux États-Unis. Je veux dire, les Américains, c'est les Américains. Enfin, je veux dire, alors dans les universités, dans les PhD, il n'y a pas un seul Américain. Donc, les mecs, ils sont tous italiens, chinois, russes, chiliens, etc. Enfin, l'Américain moyen, il est complètement abruti. Il faut dire les choses sérieusement. Donc, moi, je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Je pense que et puis, quand même, vous avez quelque chose aux États-Unis. L'employabilité des Américains s'est effondrée. On nous explique toujours le marché du travail américain, c'est une plaisanterie. Le taux d'emploi en Europe, il est beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis. Il s'est effondré aux États-Unis, le taux d'emploi. Les Américains ne sont plus employables. Je veux dire, ils ne trouvent plus de boulot.
Donc sur les États-Unis, si vous voulez, c'est assez bizarre parce qu'en fait, la force des États-Unis, c'est des entreprises technologiques qui sont peuplées d'étrangers, quoi. Je veux dire, hein, patron de la IT chez Facebook, il est français. Enfin, c'est que comme ça, quoi. Donc c'est un pays qui, enfin, la seule chose qui marche bien aux États-Unis, finalement, c'est le système universitaire doctoral, quoi, je veux dire, hein, qui a cette attraction pour le réseau. Pour la Chine, c'est différent parce que alors là, la Chine, on a un effort collectif piloté par le gouvernement de monter en gamme avec des sommes absolument gigantesques qui sont mises sur la recherche dans un certain nombre de domaines. C'est quand même très impressionnant. À nouveau, tout ce qui est autour de la robotisation, de l'intelligence artificielle, etc. Les Chinois, maintenant, sont leaders mondiaux. Sur l'ordi. Mais vous voyez, bon, mais je ne pense pas que l'Europe soit. Oui, sur l'ordinateur quantique, par exemple, qui est quand même un énorme enjeu du futur, les meilleurs mondiaux, pour l'instant, c'est les Français. Hein. Donc, il y a quand même des trucs sur lesquels on n'est pas si mauvais que ça. La pharma, ben, on espère qu'on va remonter la pente. Et puis, il y a des endroits aussi, c'est une question d'argent. Il n'y a pas qu'une question d'éducation et d'université. Il y a une question d'argent. Quand vous parlez à Stéphane Bancel, il vous explique que s'il est parti aux États-Unis, c'est juste parce que les États-Unis, ils pouvaient lever de l'argent, en Europe, ils ne pouvaient pas. Quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose, peut-être pour finir sur votre question, quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est dans la culture du risque. Les États européens ne veulent pas perdre d'argent public. Il n'y a pas de culture du risque avec l'argent public. Donc, quand vous parlez à l'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne, ou à Pasteur, ou à des gens comme ça, ils vous expliquent tous la même chose. Nous, on était absolument capables de faire la même chose que les Américains. Simplement, nous n'avons pas le droit de perdre de l'argent public. Parce que c'est de l'argent public et donc on ne peut pas le perdre. Aux États-Unis, il y a un programme qui s'appelle la DARPA ou la BARDA pour le médicament. L'État américain accepte de perdre des milliards de dollars sur des projets qui finalement ne vont pas réussir, quoi. Donc, si on n'arrive pas, alors Macron l'a dit il y a 2 jours dans son discours, il a dit qu'il va falloir qu'on mette de la culture du risque et que l'État français apprenne à perdre de l'argent, hein, sur des projets qui finalement ne marcheront pas. Moi, j'en parle, les gens de BPI France, par exemple, qui essaient de faire ça. Chaque fois qu'ils perdent 1 euro, ils ont la Cour des comptes sur le poil. Donc, ce n'est pas complètement sûr qu'on y arrive, quoi. Donc, il va falloir aussi qu'on ait une culture du risque différente et aussi dans le secteur public, pas seulement dans le secteur privé. Il faut que les universités américaines investissent des centaines de millions de dollars sur des projets de recherche dont la moitié ne vont jamais arriver, quoi. Donc, il faut être capable de perdre de l'argent public. Tant qu'on n'est pas capable de perdre de l'argent public, on ne fera pas d'innovation de rupture. Hein, parce que l'innovation de rupture, Bancel, il vous explique qu'il y a 5 ans, quand il visitait les investisseurs, il leur disait, avec 80% de probabilité, ça ne va pas marcher, le vaccin ARN. Donc, vous allez perdre tout votre argent. Et avec 20% de probabilité, ça va marcher, vous allez faire fortune. En Europe, personne ne lui a donné 1 euro et aux États-Unis, il a levé des milliards de dollars. Donc, cette culture du risque, elle est extrêmement importante si on veut que l'Europe ne décroche pas dans tout ce qui est technologique. Et justement, pour en revenir sur les ambitions de la Chine, un participant demande où en est la nouvelle route de la soie. La nouvelle route de la soie, c'est un peu moins dans les ambitions de la Chine aujourd'hui. Il y a quand même un recentrage assez important sur la Chine elle-même et sur ce qui est essentiel pour la Chine, c'est-à-dire les matières premières, ça fait très longtemps, et maintenant la délocalisation de l'industrie, puisque la Chine, ayant un énorme problème de vieillissement, a besoin de délocaliser son industrie simplement pour trouver des ouvriers, quoi, qu'elle ne trouve plus en Chine. Donc il y a quand même une ambition qui est plus faible qu'avant et qui se concentre en fait sur les pays voisins d'Asie et sur l'Afrique. Hein, et on ne parle plus beaucoup en Chine des routes de la soie avec l'Europe. Alors, il y a des choses qui se font. Hein. On peut envoyer maintenant des containers par la voie ferrée entre la France et la Chine. Hein. C'est beaucoup, beaucoup moins cher que par le bateau. Ça va plus vite. Enfin, c'est pas… Non, le vrai sujet de la Chine aujourd'hui, c'est assez intéressant ce qui se passe en Chine. Hein. C'est qu'ils essaient d'avoir un modèle de développement socialiste, ce qui n'était pas le cas des gouvernements avant. Et donc, c'est un modèle de développement où, 1, il y a peu d'inégalités, 2, on limite les profits des entreprises, et 3, la dynamique vient des entreprises d'État, des entreprises détenues par l'État. Voilà, donc le vrai débat entre économistes, on voit bien que Xi veut faire ça. Hein, c'est un modèle de type socialiste, vraiment, quoi. Pas vraiment communiste, parce qu'il y a quand même un très gros… Le secteur privé en Chine, c'est 70% du PIB, donc il n'est pas question de fermer le secteur privé,
mais de dire que le progrès technologique va se faire dans les grandes entreprises d'État. Hein, et qu'il va falloir aussi limiter l'ouverture des inégalités, mettre de la concurrence, éviter que les gens s'enrichissent avec des positions de monopole, etc. On peut avoir pas mal de sympathie avec ça. Le problème, c'est que d'abord, c'est un très grand choc. Ce n'était pas du tout ça le modèle de développement de la Chine jusqu'à Xi. Hein. Et deuxièmement, que c'est fait de façon extrêmement brutale. Quoi. Je dirais, brutal, c'est brutal. Quoi. Je dirais, les types disparaissent, les patrons de certaines entreprises disparaissent. Quoi. Je dirais, et puis tout d'un coup, on apprend que dans ce secteur-là, on n'a plus le droit de faire des profits. Ouais. Donc, c'est une mise en œuvre extrêmement brutale d'un modèle qui n'est pas du tout le modèle depuis Deng Xiaoping. Quoi. Le modèle depuis les années 70, le modèle de la Chine, c'est un modèle de capitalisme assez sauvage. En réalité, là, on vient d'essayer de modèle de capitalisme socialiste qui est assez différent. Alors, il y a une vraie question de savoir si ça peut marcher. Si vous parlez à des Américains, des libéraux, ils vont vous expliquer que ça ne peut absolument pas marcher. On ne voit pas le progrès technique se faire dans des grandes entreprises d'État. C'est les startups qui font le progrès technique, pas les grandes entreprises d'État. Bon, il y a un vrai débat qui est extrêmement intéressant sur la possibilité d'avoir un modèle de ce type où on va moins s'enrichir, où il y aura plus de redistribution, où il y aura des limites. On va réguler les profits des entreprises pour qu'ils ne soient pas trop élevés. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant ce qui se passe en Chine. Le consensus dans le monde capitaliste occidental, c'est que ça ne va pas marcher, que c'est un retour au communisme. Et d'un autre côté, il y a un certain nombre de choses. Vous aviez des inégalités en Chine qui étaient hallucinantes, je dirais. Donc, lutter contre les inégalités, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, sauf que c'est fait, évidemment, de façon assez brutale dans la mise en œuvre pratique. Bon, puis après, il y a le flicage de la population. Enfin, c'est très intéressant, je trouve. C'est vraiment un autre modèle de développement que Xi Jinping est en train de mettre en place par rapport à celui qui était de tous ses prédécesseurs depuis la grande ouverture de la fin des années 70. Et est-ce que dans le plan de relance européen, est-ce qu'il permettrait peut-être la mise en place de certaines infrastructures, ou plutôt est-ce que ça permettrait de développer le dynamisme technologique de la zone euro et peut-être donc permettrait en fait de concurrencer la Chine de ce point de vue-là? Oui, alors regardez le plan qu'a annoncé Macron il y a 2 jours, qui s'appelle France 2030. Il y a un débat, vous avez trouvé des gens extrêmement hostiles et des gens extrêmement enthousiastes, qui est assez intéressant. Et on est tous à peu près d'accord sur 2 choses. Un, d'abord, c'est bien de le faire. Donc, de toute façon, il vaut mieux avoir ce plan que de ne pas l'avoir. Là, il n'y a quand même pas de sujet. 2, que les secteurs qui sont ciblés sont plutôt les bons. L'intelligence artificielle, l'hydrogène, la batterie électrique, l'ordinateur quantique, enfin tout ça. L'agriculture du futur. Bon. Et 3, que le vrai sujet, c'est ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire est-ce que l'État va accepter de perdre de l'argent? Alors, Macron dit oui. Je peux dire, dans la pratique, ce n'est pas évident de dire de faire perdre de l'argent à l'État. Un fonctionnaire qui fait perdre de l'argent à l'État, en général, sa carrière est morte. Il va falloir changer de jugement. Et 2, de trouver des partenaires industriels privés qui vont s'associer à l'État dans ces projets. Parce que ce n'est pas qu'un problème d'argent, c'est un problème de partenariat avec des entreprises. C'est un problème pour ces entreprises de compétences, d'être capable d'embaucher les bonnes personnes. Donc, ça, les Américains savent vachement bien faire. L'État dit, l'histoire de l'espace, l'État américain dit, moi, je veux pouvoir envoyer des gens dans la station internationale à peu près ce prix-là et avec 99,99% de chances de succès. Maintenant, proposez-moi ce que vous voulez. À aucun moment, l'État américain n'a donné des normes techniques. Et après, SpaceX vient en disant, voilà, j'ai une capsule, etc. Et elle va faire ça. Et l'État dit, OK, c'est bon, j'achète. Et donc, il faut être capable de faire ça. C'est-à-dire, l'État donne un objectif général. Je veux fabriquer de l'hydrogène vert avec telle spécification, à tel prix. Maintenant, proposez-moi des innovations. Et donc, il faut être capable de faire cet enchaînement entre ce qu'on appelle le top-down et le bottom-up, je dirais, que les Américains savent extrêmement bien faire. Pour l'instant, en France, on ne sait pas faire. En Europe, globalement, on ne sait pas faire. Soit l'État va beaucoup trop loin, c'est-à-dire donne tellement de caractéristiques techniques du projet que les entreprises n'ont plus aucune initiative, soit il faut réussir à marier une directive générale de l'État et une initiative d'innovation qui vient de l'entreprise et que ça se fasse ensemble. Bon, il faut qu'on réussisse à avoir cette culture d'innovation-là.
Et alors, Macron dit que ça y est, quoi, que France 2030, ça sera cette culture-là d'innovation. Hein, ça sera associé des petites entreprises, des startups, des grandes, un État qui acceptera de faire des pertes, etc. Donc, comme tout le monde, Macron a regardé la DARPA, quoi, hein. Mais on verra, quoi. On verra si on y arrive, mais c'est la bonne piste quand même. D'accord. Une dernière question avant de conclure cette rencontre. Un participant demande si une question qui a trait aux inégalités. La Covid n'a peut-être pas contribué à affaiblir des États et la pauvreté s'est accrue en France et dans de nombreux pays. Est-ce que les inégalités ont-elles fortement augmenté? Est-ce que la pandémie a fait que ça y a contribué beaucoup? Est-ce que peut-être on peut faire quelque chose pour réduire ces inégalités au sein des différents pays? Oui, bah alors, sur l'aspect macroéconomique des inégalités, on en a beaucoup parlé, hein, donc j'y reviens pas. Après, il y a des aspects non économiques des inégalités. Il y a des pays, par exemple, où les systèmes de soins sont beaucoup moins développés que dans d'autres, hein. Et ça, évidemment, c'est extrêmement important. Après, la pandémie de Covid, globalement, elle n'a pas accru les inégalités. C'est quelque chose qui est l'air assez étonnant, mais elle a quand même révélé les fragilités d'un certain nombre de populations. Par exemple, en France, la population extrêmement fragile, c'était les jeunes créateurs d'entreprises. Les gens qui avaient créé récemment une entreprise n'avaient droit absolument à aucune aide, par exemple. À la différence des gens qui avaient une entreprise qui existait depuis longtemps, qui ont reçu beaucoup d'aides d'État. Si vous n'aviez pas de chiffre d'affaires l'année dernière, vous aviez 0 aide d'État. Donc oui, voilà. Après, on avait les indépendants sur des plateformes, par exemple, qui n'avaient plus de travail. Et puis les étudiants, évidemment, qui n'avaient plus de petits boulots pour payer leurs études. Donc, on a plutôt une situation où il y a quelques catégories particulières qui ont beaucoup souffert. Et regardez le travail qui a été fait par l'INSEE il y a quelques jours. Globalement, par rapport les inégalités de revenus se sont réduites pendant la Covid. Les revenus des personnes à revenus plus faibles ont augmenté plus vite que les revenus des personnes à revenus élevés. Ce qui est assez paradoxal, mais vient des aides publiques, quoi, je veux dire. Donc, on a eu une réduction des inégalités globales de revenus, mais avec des pôles, des catégories de population particulières qui ont été complètement lâchées, quoi, je veux dire, qui n'ont pas reçu d'aide pendant la crise. Donc, c'est plus une question de trou dans la raquette, vous voyez, que d'inégalité globale.